Plusieurs milliards de francs CFA et près de 600 emplois perdus, voici les conséquences des actes de vandalisme et de pillage perpétrés sur les sites miniers depuis octobre dernier. Loin de fustiger les populations et leurs revendications, les ministères en charge de la sécurité et des mines sont sur le terrain pour sensibiliser. Créer plus d'emplois, la NPE, elle, de son côté, se donne les moyens à l'image de ce plan stratégique de développement en phase avec le monde de l'emploi d'aujourd'hui. L'Agence nationale pour l'emploi a dans le viseur la baisse du taux de chômage chez les jeunes burkinabés. Bonjour à tous et merci de suivre la télévision du Burkina. L'insurrection d'octobre dernier aura été l'élément déclencheur d'une vague de protestations dans plusieurs secteurs d'activité. Seulement, certains ont été durement éprouvés, à l'image des sociétés minières disséminées sur le territoire national. Des pertes qui se chiffrent en milliards et pour les biens matériels et en centaines d'emplois perdus. Les ministères en charge de la sécurité et des mines ont entrepris une visite de terrain avec les populations. Il s'agit d'échanger et de sensibiliser sur les dérives des mouvements d'humeur. Il s'agit aussi, nous dit Draman Guéné, de proposer d'autres voies plus adaptées aux revendications. Caravane d'information et de sensibilisation des populations sur les actes de vandalisme et de pillage perpétrés sur les sites miniers. L'étape du jour, Bouroum, dans le centre-nord, à quelques encablures de la mine de Taparko. La délégation du ministère en charge de la sécurité et celui des mines face à la population locale privilégie le dialogue afin de mettre fin aux mouvements d'humains qui sont légion sur les sites miniers. Ces sociétés s'installent dans le cadre d'une convention passée avec l'État, s'engagent, il y a des retombées fiscales pour le budget de l'État qui permet à l'État donc de réaliser le développement au profit des couches. Il y a des créations d'emplois au niveau local, des réalisations des équipements socio-éducatifs au profit donc du site d'accueil. Alors si donc on armait ce vandalisme, on ferme les yeux sur ce vandalisme, ça c'est pas du tout intéressant. Face à de tels comportements, on est obligé de faire des interpellations. Et ça, ce n'est pas faire usage de la force. De même, lorsqu'il y a des manifestations, les textes en matière de manifestations publiques sont suffisamment clairs. Les gens ont le droit de manifester, mais il y a des règles. Mais avec les manifestations, lors des manifestations, les manifestants outrepassent le règlement et versent dans la violence, versent dans le vandalisme, il faut quand même que force reste à la loi et qu'on fasse maintenir l'ordre. Message bien entendu selon la population. Toutefois, celle-ci exhorte le gouvernement d'exiger des sociétés minières l'exécution de leur engagement. Pendant leur commencement de travail, ils ont signé qu'ils vont faire des routes, construire des classes, des hôpitaux, faire des routes bitumées et puis exploiter les jeunes. Présentement, les jeunes sont en colère puisque ne vont pas un jour. Si tu regardes par rapport dans les autres mines, il y a des jeunes qui travaillent, les jeunes autochtones travaillent. Mais pourquoi pas à Bouroum? Même quoi ça soit, il n'a qu'à faire la manière dont ils peuvent travailler. On a négocié des rencontres avec des autorités. Je ne sais même pas où se trouvent ces papiers. Pourquoi ces papiers n'est même pas arrivé à le ministère pour qu'on règle nos problèmes? Il y a un cahier de charge avant qu'une société minière ne s'installe. Ce qu'il doit faire, ses obligations vis-à-vis de l'État, ses obligations vis-à-vis donc de la localité qui abrite le site. Donc l'État suit ça d'un œil quand même vigilant. Selon les données du ministère en charge des mines, les pillages perpétrés sur les sites miniers après l'insurrection d'octobre dernier font état de plus de 4 milliards de francs CFA et de 600 emplois perdus. La sensibilisation pour un retour au calme dans les zones d'exploitation minière se poursuit dans les régions du Sahel et du Nord, juste après cette étape du centre-nord. Le système des Nations Unies au Burkina et le Conseil national de l'environnement durable s'impliquent dans la prise en charge nationale des changements climatiques. Les acteurs impliqués sont réunis à Ouagadougou pour une formation en la matière.
tout ou presque leur est enseigné, des terminologies aux actions à mener en passant par les conséquences de ces changements climatiques. Le point pour nous est de Claudine Bikaba. Issus des organisations de la société civile, des secteurs ministériels, des institutions d'apprentissage, du privé et des partenaires techniques et financiers, ces acteurs vont se pencher sur les changements climatiques. Une initiative du secrétariat permanent du Conseil national de l'environnement et du développement durable en collaboration avec ses partenaires. Cet atelier vise à former et à faire en sorte qu'il y ait des spécialistes qui comprennent ces enjeux et soient en mesure d'éduquer un plus large nombre de citoyens et de partenaires. Les changements climatiques sont, si je peux dire, le défi majeur auquel doivent faire face tous les pays, et surtout les pays en voie de développement, parce que les conséquences de ces changements climatiques seront sévères si la tendance actuelle continue. Et bien sûr, les pays en voie de développement seront les plus touchés. Et donc le rôle de cet atelier d'aujourd'hui, c'est de vraiment rassembler tous ces acteurs-là et de leur faire passer l'information qu'au niveau national, nous comptons mettre en place une stratégie nationale d'apprentissage sur les changements climatiques. Il s'agira donc pour ces formateurs de sensibiliser et de former les acteurs les plus concernés à travers des théâtres forums, des affiches et bien d'autres. Les agriculteurs, les éleveurs qui doivent utiliser l'information, notamment météorologique ou liée au changement climatique, pour changer de comportement par rapport notamment aux dates de semis, par rapport aux différents entretiens des cultures ou du cheptel. Et bien sûr, au niveau de l'université, nous pensons surtout impulser la formation dans ce sens. En perspective, un document sera élaboré dans l'optique d'avoir une stratégie nationale de diffusion de l'information sur le sujet pour que les acteurs clés soient imprégnés de ces questions et adopter des comportements visant à réduire les effets des changements climatiques. Les changements climatiques vus sous un angle éducatif, c'est la vision d'une ONG danoise ici au Burkina. Dans les provinces du Yaga et de la Nyanya, l'organisme expérimente un programme qui allie éducation, gouvernance et changement climatique. Ce qui est attendu en retour des populations ciblées, c'est leur adhésion et leur implication au programme connu sous le sigle PIGEC. Adoré, le reportage de Sibidi Issa Lankwande. Une synergie gouvernance-éducation, changement climatique pour des populations plus résilientes, c'est la panacée d'Ibis Burkina en tandem avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation au profit des provinces du Yaga et de la Nyanya. Du fait de leurs faibles indicateurs en matière d'éducation, de participation à la politique locale et d'information sur les effets des changements climatiques, ces deux provinces vont bénéficier d'un programme intégré dont l'exécution aidera à tirer vers le haut. Ce qui est prévu dans le cadre de ce programme, c'est un appui à la qualité de l'éducation, mais aussi l'appui à la promotion des femmes par des activités de formation, mais aussi des activités de plaidoyer, mais aussi l'appui aux jeunes. Le PIGEC a un volet sensibilisation et information sur les changements climatiques dans ces deux régions. Donc nous avons préféré un programme intégré parce que nous considérons que dans ces régions, il y a une interaction entre les problèmes. Le programme intégré gouvernance, éducation et changement climatique entend promouvoir une éducation de qualité associée à une participation citoyenne des communautés à la gouvernance, ce qui impliquera aussi une plus grande prise de conscience quant aux défis posés par les changements climatiques et le développement d'actions d'adaptation. Aujourd'hui, pour préparer de bons citoyens pour demain, il faut qu'ils participent dès le jeune âge à la prise de décision au sein de leur structure éducative. Le programme, avant d'être officiellement lancé, a fait l'objet de présentations aux acteurs impliqués dans sa mise en œuvre afin de planifier les activités de sa première année d'exécution. Pour le moment, le PIGEC couvre une phase pilote de 18 mois et de ses résultats dépendra sa duplication dans d'autres zones. Intéressons-nous à présent à cette rencontre entre le ministre Jean-Paul Rouamba et ses collaborateurs.
lesquels sont les acteurs de la filière animale. Un face-à-face voulu par le département pour évoquer sans tabou les difficultés des producteurs. La région du centre abrite la première des rencontres envisagées entre le ministère des Ressources animales et ses administrés dans toutes les régions du Burkina. C'est Sylvestre Da, Ini Wolkoy, Janine Kambiré, reportage. À l'appel du ministre des Ressources animales, les acteurs de la filière de la région du centre ont répondu nombreux. À cette rencontre de Ouagadougou, ils vont débattre autour de leurs préoccupations. Jean-Paul Oramba attend d'eux qu'ils fassent des propositions concrètes. Les échanges vont porter sur leurs préoccupations naturellement, les préoccupations de l'heure. Nous allons les recenser et nous allons essayer de donner des solutions, apporter des solutions aux préoccupations pour lesquelles nous pouvons le faire. Et pour le reste des préoccupations, nous allons certainement le reverser à ceux qui vont prendre la charge du département après la période de transition. Cette rencontre fait suite à une première tenue en décembre 2014 au lendemain de la prise de fonction du ministre Jean-Paul Oramba. Des engagements étaient pris à l'époque et il s'agira au cours de ce face-à-face de faire le bilan de leur mise en œuvre. Quand j'avais rencontré effectivement les fêtières, les responsables des filières, il y a deux préoccupations majeures qui étaient ressorties. La première concernant l'importation illégale des œufs. La deuxième préoccupation était relative à la chair des vétérinaires. Ce matin, il nous a fait le point et même nous, dans nos exploitations, dans nos commerces, on a constaté qu'il y a eu une nette amélioration. C'est vrai que tout n'est pas encore rose, mais vu la volonté du ministère de nous accompagner à trouver des solutions, nous pouvons dire que nous sommes un peu satisfaits. Les concertations de ce genre vont se poursuivre à travers les 13 régions du Burkina. L'ambition du ministre des Ressources animales est de donner une nouvelle dynamique à la gouvernance de la filière animale, c'est-à-dire privilégier les intérêts des producteurs. Et je vous le disais en titre, l'Agence nationale de l'emploi fait peau neuve. Première étape de ce changement de fond, l'adoption d'un plan stratégique de développement sur la période 2014-2015. Sur cette échéance, l'ANPE s'est engagée à répondre aux nouvelles exigences liées à l'évolution du monde de l'emploi. Les précisions avec Ousmane Drabo et Yolande Lompo. La forte demande d'emploi, la diversité des besoins, l'évolution des nouvelles technologies sont entre autres les défis actuels qui se présentent à l'Agence nationale pour l'emploi ANPE. Pour faire face à ces difficultés, la nationale de promotion d'emploi s'est dotée d'un plan stratégique de développement. Nous constatons que de plus en plus les exigences des demandeurs d'emploi, des entreprises, sont accrues. Nous pensons que ce plan stratégique de développement de l'ANPE va constituer véritablement un outil donc, de développement permettant à l'agence d'offrir plus d'opportunités de formation et d'auto-emploi, d'emploi salarié et de manière à contribuer à la construction du pays. Il y a eu une réhabilitation totale de 7 centres régionaux de l'Agence nationale pour l'emploi, équipés, rénovés. Et aujourd'hui, nous avons des équipements de pointe qui font que ça peut permettre de répondre non seulement aux besoins de l'économie nationale, mais aussi avoir plus de jeunes qui vont accepter venir faire la formation professionnelle. Ce plan d'action couvre la période 2015-2024. Son adoption a été effective grâce à l'accompagnement de l'Organisation internationale du travail. Pour les responsables de l'agence, ce plan devrait être un véritable fer de lance pour la lutte contre le chômage au Burkina Faso. Direction à présent Bobo Dioulasso, où le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP intéresse les acteurs locaux à la notion de bonne gouvernance. Plus qu'une notion, elle devrait être un comportement foi du mécanisme et de son partenaire, la Fondation Hans Seidel. Ahadi Sandamba, dans le reportage qui vient, nous situe sur les enjeux de la formation en cours dans la ville de Sia. Venus des différents départements de la province du Houé, ces décideurs locaux et représentants des structures déconcentrées et de la société civile sont à l'école de la bonne gouvernance. Ils ont une journée pour mieux s'informer
et surtout pour s'approprier le MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, ses domaines d'intervention, ses instruments et ses stratégies. On avait parcouru déjà les 45 provinces du Burkina Faso pour partager l'ensemble des recommandations issues de l'évaluation du Burkina. Certaines ont été prises en compte, mais je vous avoue, beaucoup dans le domaine de la gouvernance démocratique et politique et dans le domaine du développement socio-économique reste à faire. C'est en cela que nous sommes en train de partager avec tous les parties prenantes de la gouvernance du pays. En ce moment, nous espérons que nous sommes en train de construire un Burkina nouveau et que certaines recommandations pertinentes qui sont toujours contenues dans le rapport pourront être prises en compte par les autorités de la transition éventuellement. Nous ne cessons de dire que personne d'autre ne va développer l'Afrique à la place des Africains. C'est ça le credo du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. On ne voit nulle part au monde l'aide au développement qui a développé un pays. Il faut que les Africains s'assument, que nous prenions nos responsabilités et que nous construisions nous-mêmes nos États. Pour l'Océanie Cissé, la gouvernance est une responsabilité partagée entre gouvernants et gouvernés. Il est donc attendu des participants qu'ils soient des relais auprès des populations afin que chaque citoyen puisse apporter sa pierre à la construction d'une démocratie porteuse de développement et de bien-être social. Quelle place l'ancienne majorité présidentielle doit-elle occuper dans le processus de transition? C'est la question au centre des discussions ce soir dans l'émission Controverse sur la RTB. L'inclusion inscrite dans la charte est décriée par certains membres de la société civile qui estiment qu'au nom de la lutte contre l'impunité, cette inclusion de l'ex-majorité ne doit se faire. En entendant les débats de ce soir, Adama Coulibaly nous propose ici une réaction. C'est celle de Luc Marius Ibriga, enseignant de droit et membre de la société civile. L'inclusion ne veut pas dire impunité. L'inclusion de tous les Burkinabés, ce que je dis ici, ce n'est pas le CDP qui est exclu. Ce n'est pas l'ADF-RDA qui est exclu. Ce n'est pas le Front républicain qui est exclu. Mais ce sont les personnes qui se sont rendues coupables de changements anticonstitutionnels. C'est-à-dire les membres du gouvernement qui ont adopté le projet, les députés et les responsables de ces partis qui ont ouvertement soutenu cela. Il y a d'autres militants dans le CDP. Il y a d'autres militants dans l'ADF-RDA. Eux, ils ne sont pas frappés par la mesure. La preuve, vous avez bien vu que pour la charte de la transition, il y a des militants du CDP qui ont signé au nom de ces partis. Vous avez des militants du CDP qui siègent au CNT. C'est ça l'inclusion. Mais on ne peut pas inclure des gens qui ont ouvertement voulu bloquer l'alternance démocratique au Burkina Faso et ne pas faire application de l'article 25.4 de la charte qui dit que ces personnes-là ne peuvent pas participer aux élections. Ils n'ont qu'à attendre 5 ans. La sanction, ici, n'a pas pour but d'exclure, mais de faire comprendre à toute une génération qu'on ne peut pas s'amuser avec l'alternance démocratique au Burkina Faso. Sinon, nous allons retomber dans la même hypocrisie que ce qui a été fait dans la journée nationale de pardon. Voilà Luc Marius Ibriga, donc enseignant de droit et membre de la société civile, qui était interrogé par Adama Coulibaly, et vous aurez l'intégralité donc de son intervention ce soir dans l'émission Controverse. C'est à 21h, en direct bien sûr sur la RTB. Votre rendez-vous quotidien, c'est bien la revue de la presse, et les journaux de ce jeudi 12 mars ont été lus pour nous par Evelyne Dabiri. L'actualité politique a dominé la une de vos quotidiens de ce 12 mars. Aujourd'hui, OFASO revient sur la rencontre entre les OSC et le président Michel Kafando. Le souhait des OSC est de clarifier le statut de Blaise Compaoré, car, poursuit le pays, Blaise Compaoré n'est pas un simple étranger vivant en Côte d'Ivoire, c'est un ancien président. Et les OSC s'interrogent toujours dans le pays. Ces genres de personnes ont-ils le droit de s'intéresser aux questions politiques? C'est cette clarification que nous voulons. Et sur la question, le pays conclut, il convient de voir comment arrêter les choses pendant qu'il est encore temps.
Outre la clarification du statut juridique de Blaise Compaoré, la question des candidatures militaires à la présidentielle d'octobre prochain a encore fait couler de l'encre. Mon confrère aujourd'hui au Faso a recueilli les avis des Burkinabés, des avis divergents. Et il rapporte les souhaits des OSC en écrivant « Il faut se pencher sérieusement sur la question des militaires et pour elles, c'est-à-dire les organisations de la société civile, le plus important est la démilitarisation de la politique. » La perturbation de la rencontre entre le MATDS et des Burkinabés en Côte d'Ivoire a été analysée par le journal Le Quotidien. Selon ce journal, la mission a été agressée par des militants du KMJ-BCI pour, selon eux, exiger le respect de leur droit de vote. Et, faut-il le rappeler, la loi autorisant le vote de nos compatriotes de la diaspora a bel et bien été adoptée en 2009, précise l'observateur Palga. Mais la décision des autorités de la transition de surseoir à son application a généré des frustrations, titre Sidoya, qui précise les incidents survenus le 9 mars avec la mission d'information et de sensibilisation sur le report du vote. Une affaire qui contribue à crisper les relations entre les deux pays, selon l'observateur Palga, qui apprécie « Abidjan Diaspora n'est pas gentille », parodiant ainsi la célèbre chanson « Abidjan Taximan n'est pas gentil » de Feu Amadou Balaké. Ces actes ont été condamnés par le gouvernement à travers un communiqué à lire dans le pays. Et dans cette affaire, les OSC de Bobo indexent l'ex-majorité, écrit l'observateur Palga. Beaucoup plus triste, nous nous souvenons de notre collègue Kadi Nignasé, arraché à notre affection hier 11 mars, journaliste en langue nationale, mais aussi artiste comédienne. Kadi avait un don particulier pour les métiers de l'audiovisuel. C'est au cimetière de Rimkieta que repose désormais Kadi. Ici, Sylvestre Da et Fousseni Kindo nous rappellent qui était la femme que nous pleurons. À 37 ans, Kadi Dia Nignasé avait sans doute plein de projets, mais la mort en a décidé autrement. Quelques semaines de maladie ont eu raison d'elle ce 11 mars. Ce n'est que lundi, comme c'était chômé, j'ai profité du week-end, aller la rendre visite pour le 6. Vu son état, il n'y avait pas de problème. C'est après, quand je suis revenu, jusqu'à ce matin vers les 9h, 10h, que l'autre oncle m'annonça son décès. C'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris, donc on n'y peut rien. Affligé, ses amis et collègues se sont mobilisés aux côtés de sa famille éplorée pour lui rendre un dernier hommage. De Kadi Nignasé, comme il l'appelait affectueusement, ils retiennent une collaboratrice, une épouse et une mère attentionnée. Nous l'avons connue, une dame très dynamique, franchement très dynamique, et très compétente aussi, qui essaie de faire le maximum, de donner le maximum qu'elle peut pour le service public. C'est ce que nous on retient beaucoup d'elle. Et jour et nuit, quand on l'appelle, elle est là, elle est vraiment disponible. Et ça a été une grande perte pour nous. Ça a été une grande perte parce qu'elle faisait la langue marca. Et aujourd'hui, du coup, on se retrouve pratiquement sans un journaliste, un animateur dans cette langue-là. Depuis ses débuts à la télé, elle venait toujours chercher des conseils. Comment on traduit cela en français, comment on le dit en djoula, comment on le dit en dafi. Vraiment quelqu'un qui aimait apprendre. Quelqu'un qui aimait aussi son travail. Aujourd'hui, ce ne sont que des larmes qui peuvent témoigner de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a voulu faire. C'est comme dans un rêve. Mais on voit que c'est réel, on ne peut jamais imaginer, dire que quelqu'un, on ne peut pas inventer le décès d'une personne, mais je pense que c'est la RTV dans son ensemble qui est diminuée aujourd'hui. Et à partir du moment où l'histoire des langues se pose avec acuité, et si elle part aujourd'hui, c'est qu'on peut se lui souhaiter que la terre du Burkina Faso lui soit légère. Kadi Nignasé totalise une dizaine d'années au service de la RTB, la radiodiffusion-télévision de Burkina, comme animatrice en langue nationale marca et djoula. Elle était autant à l'aise à la radio comme à la télévision. Elle était aussi une talentueuse artiste comédienne. Désormais, c'est au cimetière de Rimkieta, un quartier de Ouagadougou, que Kadi repose. Elle laisse 2 enfants et un époux inconsolable.
Voilà, c'est sur cette triste note que s'achève notre édition. Néanmoins, je vous souhaite de passer un très bon après-midi à toutes et à tous.